Hop, c'est parti. Vous tenez en main là un livre qui s'appelle Les rêveries d'un promeneur strasbourgeois. Qu'a-t-il été pour vous C'était une période très heureuse où, en se promenant dans les rues à Strasbourg, on avait une impression d'éternité, d'été, de grande joie de vivre. Il est venu des petits textes que j'avais soumis à l'éditeur, Bernard Revaud de La Nuée Bleue, et il les a pris rapidement. Il en a fait un petit livre qui a eu pas mal de... Les gens étaient contents de ce petit livre. Mais disons, ça retrace un peu aussi les souvenirs que vous avez eus dans votre enfance, dans votre jeunesse. On y trouve beaucoup de choses sur Strasbourg, même le Strasbourg de Goethe, de Nerval, de Cagliostro. C'est un espèce de voyage dans le temps également, non? Oui, très, très fugace d'ailleurs. C'est des personnages qui apparaissent. Je ne suis pas historien, mais le peu que j'en avais lu, notamment sur Cagliostro, m'avait assez troublé, puisqu'il avait eu des ennuis très sérieux à un moment donné. Il était... Vous pouvez nous en lire un petit extrait, oui, si vous voulez bien. La maison d'Aubernay, page 87. Il y a 12 ou 13 ans que les parents de ma mère sont partis dans le cimetière de Heiligenstein, la poussière d'étoiles. Mais leur petit pavillon vert, pomme, n'a pas changé au pied du mont Saint-Odile, caché par 2 ou 3 épicéas, des hortensias, des pivoines et des camélias. Le jardin vit à la décoiffée, car le jardinier qui s'en occupe un peu oublie de venir. Il a divorcé ou déménagé. Les proverbes sont pleins de Blanche-Neige et d'un jardinier qui boite et qui boit du côté d'Orléans, là où reposait la belle au bois d'Orient, etc. Une petite maison que nous avons... C'est un souvenir c'est un souvenir personnel, c'est un texte plus ou moins familial. Sur la petite maison qui a été revendue, oui, récemment, et où les grands-parents ont terminé leur vie très âgés. Beaucoup de gens ont aimé ce livre, parce qu'ils ont retrouvé un peu un Strasbourg même qui a disparu, parce que je me suis aperçu, moi j'ai bien aimé un texte où il parlait d'une voyante qui habitait près de la Nuée Bleue, c'est ça. La pauvre, elle n'a pas prévu sa propre mort. Un jour, elle avait oublié de débrayer son coussin électrique dans son lit et puis elle est morte carbonisée. Ah bon? Elle n'avait pas vu. Mais elle a vraiment existé, on est surpris un peu quand on vit le... C'était dans les journaux. Mais l'histoire du Crown Prince est inventée quand il allait dans les bordels de la Grande Rue. Je n'en sais foutre rien. Le fils du Kaiser qui était étudiant à Strasbourg. Vous y parlez aussi de la boutique de poésie de votre ami Peter, qui est un très bon ami à vous. Oui, depuis 40 ans. Armand Peter, qui est un homme fabuleux, un militant acharné, infatigable. Mais sa boutique n'ouvre pas souvent. Elle ouvre tous les 30 février, c'est-à-dire très très rarement. Là, je vois des mots sur le sculpteur Mars Zolf. Oui. Ah oui. Il a posé entre 2 pierres 4 statues monumentales. C'est celles qui sont là-haut, là, non? À quelques mètres. C'est celle du pont Kennedy. Oui. Donc c'est un style stalinien, mais très très curieux, d'entre les deux guerres, évidemment. Les prolétaires au travail, les filets sur le dos, les muscles énormes et tout, c'était... On y parle aussi du fils du Kaiser Guillaume, là, qui vivait à Strasbourg et qui était inscrit comme étudiant. Là. Oui, mais là j'avais fabulé. Je ne sais pas s'il avait été vraiment coincé dans un bordel de la Grande Rue ou bien si c'est moi qui fantasmais. Je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Puis vous parlez un peu de sa sexualité. Ça, c'est un peu... Je n'en sais foutre. C'est des textes très brefs qu'il faudrait... Une page aussi sur la rue Brûlée, là, qui est très belle. Là, vous remontez dans le temps, là. On vous retrouve à Louis XVI, Roger Dalle, Molière, le Molière alsacien. Ah, Stoskopf. Stoskopf. Tout ça est très, très fugace. Il faudrait reprendre d'autres textes. Et puis, c'est une ville merveilleuse dont je ne réussis pas à me détacher, puisque j'avais essayé de vivre à Paris et ça n'avait jamais marché. J'aurais mis 10 ans à me faire 3 copains. Donc je reviens à Strasbourg, je suis agglutiné ici. J'ai eu le plaisir de lire aussi hier un texte que vous avez écrit qui Parlons peu, dont si vous voulez bien lire à partir de Tiens,
Et quelques mots, vous parlez de la langue française, que j'ai trouvé très très beau d'ailleurs. Ah oui, tiens donc, oui. Tiens, voilà un visage connu, passionné de poésie. Asseyez-vous, que devenez-vous? Guy Sapriel publie rarement 2 ou 3 poèmes dans des revues confidentielles. Prix de peur, la revue alsacienne, le puits de Jacob ou la fontaine d'Artusie. Et nous voici refaisant le monde et ses écrivains, 1 heure ou 2, inspirés qu'on est par l'air léger, le ciel gris, les petits riens qui vous traversent l'esprit, etc. Continuez sur la langue française. J'aime le coq à l'âne, voilà. Cette broderie saute-ruisseau qui fait qu'on aborde tout sans conclure, ni pesanteur. On ne traîne pas, on brise là, on fait l'entrechat, on sème l'allusion par-ci, par-là. C'est une délice que d'entrevoir ou d'évoquer sans développer ni s'attarder. On va dans le pointillé, la courtoisie, le sinueux et l'imprévu. À chaque phrase, il y a les cerises de la surprise et les grains de riz de l'exquis. C'est beau. Hein, j'avais appris à lire et à écrire dans le Figaro, merci beaucoup. Dans le Figaro, les chroniques de Gérard Bauer, qui étaient un ravissement. Vous n'avez pas connu, vous n'êtes pas de cette génération. Gérard Bauer de l'Académie Goncourt, qui tous les lundis publiait, mais pendant 45 ans. Il en a écrit des milliers, sous le pseudonyme de Guermantes, les lundis, instants et visages de Gérard Bauer. Et les rares fois où il n'était pas prêt, il avait eu un retard, le Figaro annonçait le lundi, et demain, double point, Guermantes, parce que les gens attendaient le... On avait dit donc que c'était le... un ravissement, un ravissement. Un plaisir pour les lecteurs. Je l'ai découpé, j'avais 17 ou 18 ans, j'avais d'ailleurs échangé au courrier avec lui sur son origine alsacienne. À côté de lui, Philippe Delerme a l'air d'un plombier, pardon. Ouais, mais c'était une époque où la télé n'existait pas, la radio non plus, et puis les gens écrivaient, et puis il y avait un plaisir dans l'écriture et dans la lecture aussi. Une courtoisie, une élégance, une légèreté, que tous n'avaient pas. Je crois que vous m'en avez parlé une fois, quand je vous avais parlé de Léon-Paul Fargue, l'écrivain français, des Piétons de Paris. Mon ami Walter a fait un mémoire, mais je connais très peu Fargue. Vous avez quelque chose de commun en lui, hein. Vous aimez bien vous promener, pour les impressions, on y retrouve dans la plupart de vos livres, beaucoup de balades. Je n'ai pas lu Fargue. On dit que c'est vous avez ça en commun, le fait d'être un piéton quelque part. Oui. Lui, c'était le piéton de Paris, lui, c'est plutôt le piéton de Strasbourg. Et actuellement, il y a Jacques Reda, dont les premiers recueils sont très très beaux, qui était le piéton de Paris également. Ah d'accord. Et lui, c'est celui qui s'intéresse, c'est le poète qui s'intéresse à la musique de jazz. Hein. Oui, Reda, les premiers recueils de Reda étaient magnifiques. Amen, récitatif, La Tourne, dans les années 80. Depuis, il a écrit d'autres choses. C'était très troublant. En lisant hier, là, mon cœur flotte sur Strasbourg comme une rose rose, je me suis aperçu que vous aviez des relations avec Guy Evic et de Bernard Noël aussi. Vous avez envoyé des poèmes. Bernard Noël, j'avais une lettre comme tout le monde. Bernard Noël écrit à tout le monde, c'est le Bachelard d'aujourd'hui. Et Guy Evic Guy Evic, je l'ai approché dans une rencontre littéraire en Belgique, à Knokke-le-Zout, je crois. Il était très entouré, il était très content parce qu'il venait de recevoir un prix pour l'un de ses livres. Il est traduit dans 25 langues, comme vous savez. Mais je n'ai pas approché réellement Guy Evic et Bernard Noël non plus, qui d'ailleurs à l'âge de 80 ans, l'autre jour dans le Matricule des Anges, dit à 80 ans, je ne sais pas si je suis poète. Je n'ai pas compris. Mais vous également, vous avez une certaine modestie envers la poésie. Il y a un côté coquetterie quand même, chez les poètes. Arrivé à 68 ou 67 ans, ou à 80 ans comme Noël, ayant publié Bernard Noël 55 livres, il ne peut pas dire « je ne suis pas poète ». Ou alors... Non mais si je vous posais à vous la question, donc vous estimez que vous êtes poète? Bien sûr. Oui, vous êtes poète. Et qu'est-ce que pour vous la poésie? Je suis poète jour et nuit, puisque j'écris sans arrêt, je ne sais faire que ça. Je ne suis heureux qu'écrivant, donc le mot de poète n'est pas un titre d'honoris causa réservé à Dieu sait qui, c'est le métier d'un artisan simplement, d'un bon artisan qui, arrivé au bout de 40 ans, il connaît à peu près son métier
Il ne va pas demander à un apprenti de lui refaire le croquis du chapeau, de réécrire sa phrase, voyez. Non, mais il n'y a aucun poète qui fonctionne comme ça. Si, il y en a qui un bon. Il y en a qui se Vous font. voyez qu'il y a des gens qui font comme Rembrandt ou Rubens, des romanciers. qui ont des romanciers, mais pas des poètes. René Hény, sans le Parce que, disons, le métier de poète est un métier assez noble et généralement, Oui. disons, on a du mal quand même à laisser faire quelqu'un d'autre ce qu'il Non, fait bien parce entendu, qu'on s'en sentirait le mal. supporterait pas. Moi je comprends Bernard Noël qui pense qu'il n'est pas poète parce que même des très grands comme Mallarmé doutaient. Vous savez, moi j'avais reçu une lettre de Rousseau. Rousseau, Je lui avais envoyé quelques-uns de mes poèmes et puis il m'avait dit je n'ai pas la capacité